Bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être toujours fidèles au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale, les titres du 20h. Albert Théodore, l'ex-médiateur de la République, l'homme à multiples pseudonymes est passé de vie à trépas ce matin à Porto Novo dans sa 90e année. Il a occupé de hautes fonctions au plan national et international. Portrait et hommage à suivre dans ce 20h. Les dispositions des lois portant amnistie et révision de la Constitution sont déclarées conformes. La déclaration est faite par la Cour constitutionnelle à la faveur de l'audience spéciale tenue ce jour. Le Fonds monétaire international trouve satisfaisant les performances du Bénin dans les domaines de l'agriculture et des transports. Les résultats et les indicateurs ont été dévoilés à l'issue de la 5e revue du programme triennal. Bienvenue à tous et nous démarrons et nous avons avec nous sur ce plateau pour démarrer le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Voilà, vous êtes venu clarifier la polémique suscitée depuis quelques jours au sujet de l'affaire de démolition de la résidence de feu général Mathieu Kérékou, ancien président de la République. Mais avant d'aborder ce sujet, monsieur le ministre, vous connaissez la triste nouvelle parue ce jour. Il s'agit bien sûr du décès du professeur Albert Théodore. Vous connaissez sûrement l'homme. Quel souvenir retiendrez-vous de lui? Je connaissais l'homme. Je suis un de ses enfants, pour ne pas dire son petit enfant, et je l'ai côtoyé quand il a créé le centre de prospective sociale à Porto Novo, quand il venait de Genève. On dira que c'est un acteur majeur de la vie politique dahoméenne puis béninoise qui est tombé, qui a fait son parcours. Je crois qu'il partage avec le général Kérékou le génie de la politique du Bénin. Ils se sont côtoyés, ils se sont combattus, ils vont se retrouver. Nous nous inclinons devant la mémoire de l'illustre disparu et serrons, invitons, exhortons les générations encore en vigueur à imiter l'intelligence et le sens de l'anticipation de ce glorieux aîné. Nous nous inclinons, mais nous rendons grâce au Seigneur pour lui avoir permis de vivre aussi longtemps et de s'être rendu utile. Voilà, nous reviendrons largement au cours de cette édition sur le décès de l'homme. Venons-en à notre sujet, la destruction annoncée de la résidence Les Filao, où vécut pendant plusieurs décennies feu général Mathieu Kérékou et qui est à l'origine d'une controverse, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé la destruction de cette résidence? Je ne partage pas votre vocabulaire, Ghislaine Adib. Il ne s'agit pas de destruction. Il s'agit tout simplement d'un plan de rénovation et de restauration d'un espace public, d'un espace qui relève du domaine de l'État, c'est-à-dire tout le boulevard de la Marina, qui comprend en son sein le domaine naguère occupé par le général Mathieu Kérékou. Alors, la polémique, pourquoi? Tout simplement parce que l'un des fils du général, je vais parler de notre ancien ambassadeur, notamment en Turquie, Moïse Kérékou, a cru devoir lancer une adresse pour revendiquer du bout des lèvres la propriété de ce domaine. Et ce que nous voudrions dire, c'est que ce domaine appartient à l'État béninois. Ce domaine que le président Mathieu Kérékou a occupé pendant 50 ans ne lui a jamais été cédé et il n'a pas davantage manifesté le souci de l'acquérir. Sinon, en 50 ans, il avait le temps de faire les formalités. Donc, c'est inexact de faire penser ou de chercher à semer le doute pour faire croire que ce domaine est celui du général Kérékou, c'est le domaine de l'État. Le président Kérékou est décédé depuis 2015, personne ne s'est soucié de ce domaine qui tombait en ruine, qui était abandonné et qui, s'il était dans la succession, faisait l'objet de polémiques, de disputes. Les enfants, croyant peut-être que leur père avait acquis ce domaine, mais ils savaient que non, puisqu'un certain nombre d'éléments leur avaient déjà été portés à leur connaissance pour démontrer qu'ils n'avaient pas de titre de propriété, eh bien, ils étaient dans l'optique de faire morceler ce domaine et de le vendre, ce que le gouvernement ne pouvait pas permettre. Ce n'est pas le fait fondamental. Le fait fondamental et la réalité, c'est qu'il a paru plus judicieux pour le gouvernement qui est dans une logique et dans un programme
d'embellissement et de mise en valeur de tout le boulevard de la Marina, d'ériger un monument aux morts à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre pays, y compris le général Mathieu Kérékou. Vous savez, on a un vieux monument qui est enclavé à Ganry et par la même occasion ériger un jardin dénommé, baptisé Jardin de Mathieu, une manière fort éloquente de célébrer la mémoire, de pérenniser et d'immortaliser le général Mathieu Kérékou, ce qui est totalement différent de l'indifférence dans laquelle se trouvait ce domaine, laissé à l'abandon, laissé probablement à la ruine. Donc la polémique instaurée, elle est vaine, elle est de très mauvais goût, elle n'est pas suscitée par le gouvernement, dont les membres sont très respectueux de la mémoire du général, dont les membres, dont un fils du général est membre actif, et nous aussi, nous sommes de la génération Mathieu Kérékou, donc c'est totalement inopportun et malsain de vouloir entretenir cette polémique pour, une fois de plus, opposer les Béninois les uns aux autres. Alors, monsieur le ministre, si tant est qu'il n'y a pas polémique, est-ce que les enfants ont été réellement associés à ce projet d'embellissement des lieux? Les enfants n'avaient pas à être associés à un projet que l'État envisage sur son domaine. Cependant, compte tenu de l'occupation de leur auteur, ils ont été invités et informés des projets du gouvernement. Ils ont été invités à prendre leurs dispositions pour partir gentiment des lieux qui étaient sous scellés, parce que les héritiers supposés ou putatifs, puisque le domaine n'appartenait pas à leur père, étaient en conflit, de telle sorte qu'il y a une décision de justice provoquée par eux-mêmes qui interdisait l'accès du domaine aux membres de la famille. En tout cas, c'était considéré un peu comme un terrain neutre sur lequel personne d'entre eux ne pouvait se rendre. Donc, ils ont été associés, non pas au projet, mais informés de ce que l'État, de ce que le gouvernement projetait. On leur a laissé suffisamment de temps pour prendre leurs dispositions. Hélas, je crois que certains d'entre eux ont cédé à la logique, et je peux le comprendre, c'est toujours difficile. Lorsqu'on est né, je crois que la plupart d'entre eux, c'est ce que disait d'ailleurs l'ambassadeur Moïse Kérékou, la plupart d'entre eux sont nés dans ce domaine, mais je voudrais leur rappeler que leur illustre père était un militaire et qu'il y a beaucoup d'enfants militaires qui ont grandi dans des camps, par exemple, ou dans des casernes. C'est pas pour autant qu'ils ont une volonté d'appropriation, et c'est pas pour autant que nous ne pouvons pas aller vers la modernité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que notre ville de Cotonou soit belle, que nous ayons ce boulevard qui va commémorer tout au moins tous les ans notre fête de l'indépendance, et qu'à cette occasion au moins l'on puisse se rappeler que le général Mathieu Kérékou a existé, à travailler pour ce pays, puisque le jardin témoignera de cela. Le risque par ailleurs de laisser ce domaine, c'est-à-dire on prend le risque de ne pas embellir notre ville, était que à terme ce domaine soit cédé, puisque c'était les intentions des héritiers, puisqu'ils ne pouvaient pas s'entendre, tout ce qui leur restait, et c'est ce qui se passe généralement en cas de succession, c'était de morceler et vendre. On ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer une mémoire qui n'aurait pas été honorée. Et je rappelle de vilains précédents. Le président Maga a un domaine sur le même boulevard qui a été vendu à une société étrangère dans l'indifférence totale. Les autres biens du président Maga ont été vendus par ses propres héritiers. Moi, j'ai pas de son à leur donner, ce qui a été déploré en son temps. Aujourd'hui, le gouvernement prend ses responsabilités, embellit la ville et préserve le souvenir du général Mathieu Kérékou, dont le nom ne peut jamais s'effacer de la mémoire de notre pays. Les travaux d'embellissement des Filao, ça commence réellement quand? Mais ça commence dans la foulée, dans la mesure où le domaine n'a pas été symboliquement évacué. Nous n'allons pas attendre indéfiniment, puisque tout doit être mis en œuvre pour que les chantiers projetés s'achèvent en 2020, et si possible que nous puissions célébrer le 1er août 2020 sur ce boulevard agrémenté. Donc il est temps de passer aux travaux. Je ne dirais pas qu'il y a destruction, il peut y avoir peut-être démolition, mais surtout restauration de cet espace public que nous voudrions aménager et beau. Alors, monsieur le ministre, en conclusion, en quelques mots, que doit retenir l'opinion publique de cette affaire? L'opinion publique doit retenir que le président de la République, qui n'est pas seul à décider, ni le président de la République, ni son gouvernement, ne peuvent être contre le général Kérékou, dont la mémoire est respectée, tout le monde salue l'homme, et le sort qui est fait à cet espace
domaine de l'État est plus une marque de considération que le mépris que l'on voudrait imputer à ce gouvernement qui est responsable et qui va résolument dans le bon sens. Il vaut mieux aller de l'avant, embellir, plutôt que de laisser les choses à l'abandon, comme certains ont pu laisser par exemple le PLM Alédio, siège de la conférence historique des forces vives de la nation, dans une désolation que le président de la République voudrait corriger en entreprenant des travaux dans ce lieu qui aurait pu être mythique. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne réussira à opposer le président de la République à son ou ses prédécesseurs et qu'il est temps que les Béninois se calment et expriment leurs émotions autrement qu'en créant des polémiques malveillantes, qu'en prêtant des intentions qui n'existent pas à ceux qui se battent courageusement pour faire avancer ce pays et pour le projeter dans les temps modernes. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et nous passons à présent à la page spéciale hommage à Feu Albert Tévoé-Djéré. Voilà, la triste nouvelle est tombée depuis ce matin. Le professeur Albert Tévoé-Djéré est mort. L'ex-médiateur de la République du Bénin au cadre de l'État, plusieurs fois ministre, ancien candidat à la présidence de la République, s'est éteint ce 6 novembre 2019 à quelques jours de son 90e anniversaire. Et en 90 ans de vie, le professeur Albert Tévoé-Djéré aura marqué bien des générations daomiennes et béninoises. Retour sommaire sur son parcours avec James William Baguidi. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans perdre un instant te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils. Il était surnommé le renard de Djeregbé, cette région proche de la capitale Porto-Novo, où il résidera une bonne partie de sa vie. Ce surnom lui venait non pas seulement de l'image d'homme politique rusé que lui avaient collé certains de ses adversaires et même de ses admirateurs, mais de ce qu'un de ses précepteurs, Monseigneur Louis Parizeau, percevait en ce jeune pensionnaire du séminaire Saint-Gall de Ouida une intelligence hors norme. La vie du jeune Albert n'aura pas démenti cette presque prophétie. Né à Porto-Novo le 10 novembre 1929 dans une fratrie de 7 enfants, Albert Tévoé-Djéré reçoit une éducation catholique stricte, religion dont il ne se détournera pas de toute son existence. Au sortir du séminaire Saint-Gall, il s'expatrie à Dakar au Sénégal où il intègre le lycée Van Vollenhoven, puis l'Institut des hautes études. Nanti d'un certificat propédeutique lettres en 1953, il épouse la même année Isabelle Ekoué dont il aura 3 enfants. Albert Tévoé-Djéré, admis à poursuivre ses études à Toulouse en France, va s'illustrer également en tant que militant anticolonial au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, mais aussi en fondant avec Jean Pliat et Joseph Kizerbo le mouvement de libération nationale MLN. Il enseignera dans les plus prestigieuses universités, notamment à Harvard aux États-Unis, Georgetown, Washington DC et l'Institut des hautes études de Genève en Suisse. Il sera aussi porté à la haute fonction de directeur général adjoint du Bureau international du travail au cours de sa longue carrière internationale. Mais à côté d'une carrière ponctuée de nombreuses publications, Albert Tévoé-Djéré a été un acteur politique prolifique. Rapporteur de la Conférence nationale des forces vives de 1990 au Bénin, candidat, 3e à la présidentielle de 1991, opposant à Nicéphore Soglo, ministre de Mathieu Kérékou, il atteint l'apogée de sa carrière nationale avec la fonction de médiateur de la République obtenue en 2006 pour une durée de 7 ans. Au plan international, son rôle reste prééminent. Représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire entre 2003 et 2005. Ce sont les activités de nature sociale qui prendront le pas au cours des dernières années de vie du professeur. La promotion de la paix entre les peuples par le dialogue interreligieux notamment. Le dernier combat d'Albert Tévoé-Djéré était soutenu par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Un bonheur de servir
qu'il reste à ceux qui l'ont aimé de démontrer pour perpétuer sa mémoire. Albert Tevoye-Idress était une plume, un intellectuel de haut vol, en témoignent ses écrits ainsi que ses discours, celui notamment qui fera date où il déclarait à la clôture de la conférence nationale « Nous avons vaincu la fatalité ». Retour sur ce grand moment de prose esquis, et c'était en février 1990, il y a 29 ans. Albert Tevoye-Idress, le grand tribun. Nous sommes fidèles aux décisions que nous avons prises, sont déjà résolus en puissance. Il serait tragique que notre sort, le sort de tout ce peuple, soit celui de l'aiglon, vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des titres. Alors, parce que nous avons juré de ne plus jamais humilier l'intelligence, parce que les chaînes sont brisées et que nous avons définitivement conquis le droit de parler au nom de l'Afrique et des libertés fondamentales des hommes et des femmes de ce continent, parce que nous entrons désormais en partenaire majeur dans un monde majeur, parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Sa mort laisse tout le peuple béninois dans la consternation. La perte d'Albert Tevoye-Idress laisse un vide intellectuel tant les qualités de l'homme en la matière sont énormes. Lénaïk Agbazaou nous dresse ici les valeurs intellectuelles de l'homme que le peuple béninois pleure. Albert Tevoye-Idress, l'évocation de ce nom fait penser à un homme à la densité intellectuelle exceptionnelle, une éminence grise confirmée. Celui-là même que ses pères ont surnommé sur les bancs d'école Bossuet, du nom du célèbre prêtre-poète, du fait de son amour prononcé pour la littérature. Il a d'ailleurs de qui tenir pour être passé entre les mains de Monseigneur Parisot qui dira de lui « Ce jeune homme est un renard. Si j'étais chef d'État, j'en ferais un diplomate. » Tant l'intellect du jeune garçon était remarquable. Étudiant, il occupa le poste de secrétaire général adjoint de la légendaire FEANF, Fédération africaine des étudiants noirs de France, et fut le rédacteur en chef du journal L'étudiant d'Afrique noire. Dans son parcours, Tevoye-Idress s'associa à deux autres sommités, Joseph Kizerbo et Jean Plia, pour fonder le MLN, Mouvement de Libération Nationale, un mouvement aux dimensions panafricaines qui prônait une totale et complète indépendance de l'ensemble des États africains. Détenteur d'une licence en histoire, le renard de Djeregbé a été un enseignant hors pair à l'école normale d'institutrice de Cahors en France et un chercheur émérite à l'université de Fribourg en Suisse où il a soutenu sa thèse de doctorat en économie et sciences sociales. Après son départ de l'UAM, Union africaine et malgache en 1963, l'homme s'est vu confier la direction de plusieurs séminaires à Georgetown, Washington, D.C. et à l'Institut des hautes études internationales de Genève en reconnaissance de la qualité et de la pertinence de ses travaux de recherche. À Harvard, l'une des plus prestigieuses universités du monde, il sera chargé de recherche. Il y publia d'ailleurs son étude Pan-Africanism in Action in Account on the UAM. Albert Tevoye-Idress, qui a été aussi professeur à l'université Paris-Sorbonne et à l'université de Toulouse en France, a mené de grandes réformes pour le compte du Bureau international du travail et du Centre panafricain de prospective sociale qu'il a créé. Le coordonnateur du projet des Nations Unies millénaire pour l'Afrique est aussi l'homme de la conférence nationale dont il a présenté le rapport, un rapport qui a posé les jalons de la démocratie béninoise. Son nom reste gravé dans les annales de l'histoire politique du Bénin. Les mérites de celui qu'on appelle à tort ou à raison professeur lui ont valu des entrées dans plusieurs cercles d'élite.
Albert Tevoe-Edré est membre correspondant de l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique, membre du Club de Rome et de nombreuses sociétés savantes. Il a même reçu la distinction honorifique des Palmes académiques françaises. Sa résidence privée de Djiregbé vers Porto-Novo, baptisée le refuge du pèlerin, abrite régulièrement des groupes de réflexion. Albert Tevoe-Edré est un consultant international très sollicité et auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages, dont 2 préfacés par Alioune Diop et Léopold Sédar Senghor. Ses plus célèbres écrits sont les essais « La pauvreté et richesse des peuples »,« L'Afrique révoltée »,« Mes certitudes d'espérance »,« Le bonheur de servir » et « Ici c'est le Bénin ». Le consultant, enseignant, chercheur et essayiste a été la cheville ouvrière des politiques de développement de plusieurs gouvernements au Bénin. L'opinion publique a toujours affirmé qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Dans son ouvrage, professeur Albert Tevoe-Edré, entre masque et visage, Albert Kiki a écrit, je cite, « Albert Tevoe-Edré représente, au-delà de son Bénin natal, un réservoir de connaissances et une source de sagesse pour la jeune génération d'Africains de ce siècle marqué par des turbulences de divers ordres. Homme accompli, il est un véritable sujet de recherche transversale pour le développement intégré de l'Afrique nouvelle. » Rapporteur de la conférence nationale, Albert Tevoe-Edré a occupé plusieurs fonctions au Bénin et à l'international. Pierre Metenkwe, professeur d'histoire à la retraite, se souvient de son parcours. Il est au micro de Ariane Da Silva. Je tiens d'abord à saluer sa mémoire parce que c'est un ancien du Dahomey du Bénin qui s'en va, qui est parti. Et il a fait du bien à beaucoup de gens dans ce pays. Je sais qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la personnalité qu'il a été, mais c'est l'un de nos compatriotes qui s'en va. Je prie le Seigneur de l'accueillir dans sa paix. Je crois qu'il faut remonter à sa jeunesse. Vous savez que c'est un ancien du séminaire Saint-Gall de Ouidah. Et que donc sa vocation de devenir prêtre n'ayant pas abouti, je pense que ce qu'il a reçu du séminaire l'a profondément marqué et il est resté très proche des hommes et déterminé à se battre pour que chaque homme retrouve sa dignité, sa liberté. Et donc, sur le plan politique, déjà comme étudiant à Dakar, puis à Paris, il était dans des associations qui luttaient pour l'indépendance, puisque nous étions encore sous le joug colonial français. Et assez vite, lorsque l'indépendance a été acquise et qu'il est rentré dans son pays, le Dahomey de l'époque, le Bénin d'aujourd'hui, qui s'est mis à enseigner, il n'a jamais laissé de côté son engagement politique. Et Maga était président de la République. Donc, dès 1962, je crois, il a été nommé membre du gouvernement. Il était secrétaire d'État chargé de l'information essentiellement. Donc ça, c'est son premier poste. Il était à ce poste lorsqu'il a été appelé à l'Union africaine et malgache, l'UAM, qui venait d'être créée, et il est donc parti. Il est parti, il a fait l'international, si on peut ainsi dire. Puis il a atterri au Bureau international du travail, où il a passé un certain nombre d'années. Alors pour revenir à ses fonctions politiques au Bénin, il faut attendre l'arrivée ou le retour de Kérékou au pouvoir en 1996. Et vous savez que son parti, enfin notre cause commune, le NCC, avait été un des premiers partis à proposer à Kérékou de revenir au pouvoir en 1996. Et donc à la fin des élections de 1996, lorsque Kérékou devait faire son premier gouvernement, il a, je crois, insisté pour en être membre. Et Kérékou l'a nommé ministre du Plan, chargé de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi. C'est là qu'il a beaucoup
insisté sur ce qu'il appelait le minimum social commun et qu'il a pris un certain nombre d'initiatives pour parvenir à ce minimum social commun. Ça n'a pas beaucoup prospéré après, mais en tout cas, lui, il y croyait profondément. Il était devenu une espèce d'expert en matière d'élection présidentielle. Vous vous souvenez que chaque fois qu'il y avait élection, des gens le consultaient, disent qui va être élu. Et il annonçait ses propositions et souvent, sauf la dernière fois, eh bien, c'était ce qu'il annonçait qui arrivait. Hommes politiques, hommes de paix, hommes d'église, c'est ainsi que des citoyens et personnalités rencontrés ce matin à Cotonou définissent l'illustre homme disparu. Ils sont au micro de Jean-Claude James et Patrick Nimavo. Oui, je l'ai appris ce matin très tôt et vraiment ça m'a fait un pincement de cœur. Moi je l'ai connu à Genève à l'occasion d'un stage au BIT. Mais vous imaginez, malgré moi, ma petite taille, ma petite personne, mais il a tenu à me recevoir alors qu'il était directeur général adjoint du BIT en ce moment-là. On lui a dit, il y a un Béninois qui vient ce matin, mais il m'a ouvert les portes et il m'a reçu et m'a même donné un livre. Vraiment, donc c'est pour dire que l'homme est généreux, il est assez social, il est affable. Et je ne peux pas l'oublier. C'est un monument. Il a joué un très grand rôle dans la nation depuis bien longtemps, et notamment à la conférence nationale, où il a été, je crois, le porte-parole. Je me souviens bien, j'étais dans cette salle, j'étais beaucoup plus jeune, et j'étais très influencé, très impressionné par la manière dont il a présenté son rapport, et la personnalité qu'il y a mis. En plus de cela, on sait que Tembodja a joué un grand rôle aussi dans l'église. C'est un monsieur qui avait beaucoup servi au BIT, au Bureau international du travail. Que dire Tembodja? Vraiment, c'est tout un livre. Je ne peux que présenter toutes mes condoléances à sa famille et à tout son entourage, et que Dieu l'accueille dans sa béatitude. Le Bénin a perdu un de ses grands-fils. Et vraiment, nous sommes au regret qu'on n'a pas pu tirer le maximum de ce grand homme spirituel, politique et un grand intellectuel de l'Afrique. C'est un manque pour le Bénin. J'en profite pour souhaiter à sa famille beaucoup de courage et condoléances à sa chère épouse et à tous ses enfants. C'est vraiment une triste nouvelle. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il a marqué l'histoire du Bénin. Il a marqué l'histoire du Bénin à l'international qu'à l'interne. Plus précisément en Côte d'Ivoire, Tembodja Djere a montré sa carrure, sa compétence de cadre intellectuel et politique. Il a aidé beaucoup la République ivoirienne. Il a beaucoup travaillé. C'est les artisans de la conférence des forces vives de la nation, ça. Melchior, frère Melchior, c'est un monsieur de paix, et on l'appelle en politique Renard de Djeregbé. C'est un baobab qui est tombé, paix à son âme, que Dieu le reçoive dans les cieux et que la terre lui soit légère. Il a su bien restituer ce rapport final de la conférence nationale et je crois qu'il a été applaudi. Nous avons tous aimé ça, voyez. Donc moi je pense qu'il faut retenir l'homme de paix, l'homme de la convergence entre toutes les religions. C'est un peu l'un de ces derniers combats, c'est-à-dire la paix, la paix, la paix. Tout doit passer par la paix, le dialogue, la communication. Et ça, il faudra le lui reconnaître parce que je pense qu'il était sincère. Il était sincère quand il avait mis sur pied cette structure de réflexion pour la paix entre les Béninois déjà, les nationaux et les Africains. Vous savez qu'il était au Bureau international du travail. À cette époque-là, c'était l'Africain qui était à ce niveau du Bureau international du travail. Il a toujours donné de la voix au plan international et national. Et je crois jusqu'à ce qu'il s'éteigne aujourd'hui, mais Tembodja ne s'est jamais reposé.
Et sa tête bouillonne, tu vois. C'était un vrai bouillon de culture. Et c'est extraordinaire. On n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. La dernière fois que je l'ai entendu, il y a une semaine. Il y a une semaine, on s'est bien parlé au téléphone et on devait se voir. Il a déjà envoyé le carton d'invitation par WhatsApp sur la messe qu'il organise pour ses 90 ans, le 10 novembre prochain, ainsi que la conférence sur le thème de la paix également. Mais moi, je pense que le président Tévoé Edjré est parti, il est bien parti. Quand un grand homme tombe, tel que ce personnage d'Albert Tévoé Edjré, il faut prier pour qu'on ait des émules qui fassent encore mieux qu'un Albert Tévoé Edjré. Donc, c'est ce que je peux souhaiter à mon pays, tout en présentant mes condoléances à la maman aussi, cette maman qui l'a accompagnée depuis et que je salue, ainsi que ses enfants et toute sa famille. Bon repos, repos éternel à Albert Tévoé Edjré. Je crois qu'il le mérite bien, il mérite d'aller se reposer maintenant. Albert Tévoé Edjré, plus connu sous le pseudo frère Melchior, s'est donc éteint tôt dans la matinée de ce mercredi dans une clinique hospitalière de Porto Novo des suites d'une longue maladie. Une disparition surprise d'un homme exceptionnel, pense Joseph Nyolofou. Il se fait remarquer partout où il passe. Il n'y a pas de secteur où il est servi, où il a été en service, où il est servi, où il n'est pas laissé de marque spéciale Albert Tévoé Edjré. Ce n'est pas pour rien que certains l'ont surnommé le renard de Djiregbé, parce que partout où il passe, il laisse une patte. La patte Albert Tévoé Edjré. Il laisse la marque Albert Tévoé Edjré. Et ça, il n'est pas donné à tout le monde de vivre et d'agir de cette façon-là. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment, étant pris sur le coup de l'émotion et de la disparition subite de ce départ-là, parce que on s'attendait, il est assez âgé, c'est vrai, mais on ne s'attendait pas à ce que ce départ soit aussi brutal, brusque et je dirais, il est parti un peu comme s'il ne voulait pas dire « je m'en vais ». Pourtant, il le dit tous les jours, son départ surprend quand même. Un dernier hommage au renard de Djiregbé dans ce 20h, c'est celui d'un ancien journaliste émérite qui a vu le professeur Albert Tévoé Edjré à l'œuvre dans ses grandes manœuvres politiques depuis 50 ans. C'est la capacité de l'homme à faire face à des situations les plus difficiles, les plus inextricables. Je l'ai vu dans les années 60, au début de notre indépendance, où, oui, il faisait croire qu'il a été oublié par les responsables d'alors, le gouvernement Maga. Et il a suffi qu'il écrive une lettre ou un article au vitriol sur le gouvernement pour que dans les jours qui avaient suivi, on l'appelle au gouvernement comme secrétaire d'État à l'information. Plus tard, et le gouvernement était devenu trop petit pour lui, il voulait aller vers l'international, ce qu'il a parfaitement réussi à faire avec l'UAM qui est devenu l'OCAM après. Et quand il ne se sentait plus en accord avec les chefs d'État, il a pu se retrouver aux États-Unis, compléter ses études, se renforcer intellectuellement et obtenir un poste au BIT pour une nouvelle carrière. Et il a gravi tous les échelons et il a voulu encore aller plus loin en présentant sa candidature à la direction générale du BIT contre son directeur, mais là il a échoué. Ensuite, on l'a vu au Bénin, où il a perçu très vite avec la conférence nationale que c'est par le rapport final qu'il pourrait se marquer en tout cas
d'un saut assez fort cette conférence-là. Ce qu'il a réussi à faire, on a parlé au moins 6 langues dans ce rapport général. Plus tard, quand le président Soglo l'a plus ou moins ignoré, il a pris sa revanche. C'est lui, avec le NCC, qui est parti chercher Kérékou, alors que tout le monde pensait que Kérékou était mort. Il a réussi son coup, il est devenu ministre du Plan, et quand il est sorti de là, il n'a pas chômé longtemps. Il s'est accroché à une idéologie, si on peut parler ainsi, le minimum social commun. Quand on a voulu le marginaliser, il est rentré par la bonne porte en devenant le médiateur de la République. Et quand il a vu fini de remplir sa mission là-bas, il a changé quasiment d'identité en devenant le frère Melchior. C'est ça qui est extraordinaire chez cet homme, qui ne chôme jamais, qui est toujours présent, c'est le phénix. Le minimum social commun, je l'ai critiqué en son temps. Ça ne me convainquait pas, je n'étais pas du tout en phase avec lui, parce que moi-même j'appartiens à une école qui m'apprend qu'il faut voir loin, qu'il faut voir grand. Je sens l'homme d'un instant, d'un moment, d'une belle idée, qu'on ne creuse pas jusqu'au bout. D'une manière générale, quel que soit le poste occupé par Tévodré, qu'on soit d'accord ou contre lui, Tévodré a fait connaître le Bénin plus qu'on ne le sait. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Bénin, mais qui connaissent le Bénin par Tévodré, par son aura. Autre actualité à présent dans ce journal, audience spéciale à la Cour constitutionnelle. Ce jour, 2 différentes décisions sont rendues par la haute juridiction. La Cour déclare conforme à la Constitution les dispositions des lois portant amnistie des faits criminels commis lors des législatives d'avril dernier et la loi portant révision de la Constitution. La Cour déclare aussi recevable les recours du président de la République pour contrôle de constitutionnalité des lois ci-dessus citées adoptées par le Parlement le 31 octobre 2019. Joseph Diogwenou est au micro de Christelle Tongodo et Patrick Nimavo. La Cour, saisie par correspondance en date à Cotonou du 6 novembre 2019, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défait à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du mois d'avril 2019, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 31 octobre 2019. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, considérant que la requête de Monsieur le Président de la République trouve son fondement dans les dispositions des articles 117, 121 de la Constitution et 20 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, instituant à son profit une faculté à saisir la haute juridiction aux fins de contrôle de constitutionnalité des lois qui ne relèvent pas, comme en l'espèce du domaine du contrôle a priori obligatoire. Qu'en outre, la loi soumise au contrôle de la Cour, adoptée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019, a été transmise au Président de la République le 4 novembre 2019, que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 6 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution. Qu'en conséquence, sa requête est recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de Monsieur le Président de la République est recevable. Article 2, sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019, adoptées par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019. La Cour,
saisie par correspondance sans date à Cotonou du 6 novembre 2019, par laquelle M. le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi constitutionnelle numéro 2019-40 portant révision de 47 articles de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 31 octobre 2019. Considérant que la requête de M. le Président de la République trouve son fondement dans les dispositions des articles 117-121 de la Constitution et 20 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, qu'en outre, la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019 a été transmise au Président de la République le 4 novembre 2019, que le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 6 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution. Qu'en conséquence, la requête est recevable. Considérant que le pouvoir constituant, détenu par le peuple, par voie référendaire et par l'Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution, est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la Constitution. Que pour examiner la conformité à la Constitution de la loi de révision, la haute juridiction procède alors, d'une part, au contrôle du respect par l'Assemblée nationale de la procédure de révision conformément aux articles 154 et 155 de la Constitution, et d'autre part, au contrôle du respect par la représentation nationale des dispositions énoncées à l'article 156 de la Constitution. Qu'en cas de nécessité, la Cour constitutionnelle procède également à la correction de toute erreur matérielle ou formelle. Vu les articles 154, 155 et 156 de la Constitution. Sur le respect de la procédure de révision de la Constitution, considérant que l'article 154 de la Constitution dispose « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale pour être prise en considération. Le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Quant à l'article 155, il dispose « La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. » Considérant qu'il résulte de cette disposition que le projet ou la proposition de loi de révision de la Constitution est soumis préalablement à une délibération pour sa prise en considération par la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Qu'en cas de délibération favorable à la prise en considération, la révision n'est approuvée que par référendum, à moins que le projet ou la proposition soit approuvé par la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Considérant qu'en l'espèce, la révision de la Constitution a été entreprise à l'initiative d'un groupe de députés par une proposition de loi, que cette proposition de loi a été soumise le 31 octobre 2019 à un premier vote pour sa prise en considération approuvée à l'unanimité des 83 députés composant l'Assemblée nationale. Qu'à la suite de cette délibération favorable à la prise en considération, la proposition a été soumise à nouveau à la représentation nationale et approuvée à l'unanimité des 83 députés composant la dite Assemblée, qu'il y a lieu de dire que la procédure de révision est conforme aux dispositions visées de la Constitution. 6,4%, c'est la projection de croissance pour le Bénin pour l'année 2019, tirée par l'agriculture et le transport. L'annonce a été faite par le chef de mission du Fonds monétaire international FMI pour le Bénin. À l'issue de la 5e revue du programme triennal entre le Bénin et le FMI, il a dévoilé à la presse les résultats et les indicateurs de performance jugés très satisfaisants. Suivant ses propos au micro de Renaud Akakbo. Nous venons en effet de terminer la 5e revue du programme de 3 ans entre le Bénin et le FMI et nous sommes parvenus à un accord sur les grands axes de la politique économique.
Les résultats du programme continuent d'être très satisfaisants. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%, avec une croissance forte tirée par l'agriculture et le transport. Ensuite, une grande partie de nos discussions a été sur le projet de budget 2020 et sur un accord sur les mesures qui seraient sous-jacentes à ce projet de budget. Nous nous félicitons que les autorités aient décidé de cibler un déficit de 1,8% du PIB en 2020. C'est un déficit bas, un déficit qui est nettement en dessous du plafond régional de 3%. Nous nous félicitons également des efforts de mobilisation des revenus qui sont prévus pour l'an prochain. Ces efforts de mobilisation du revenu permettront de financer des projets de développement et aussi d'améliorer la capacité à rembourser la dette. On a aussi noté que le ratio de la dette sur PIB était stable cette année, elle est diminuée l'an prochain. Ce qui est une très bonne nouvelle et ça découle de la très bonne, prudence budgétaire et des bonnes conditions macroéconomiques. Un point sur lequel il faudra rester vigilant à l'avenir est la composition de la dette. La part de la dette extérieure dans la dette totale a augmenté ces dernières années, en partie du fait de l'eurobond. Ces endettements extérieurs ont été bénéfiques, ils ont permis de diminuer la charge de la dette, d'allonger la maturité de la dette, mais ils créent aussi de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Et nous saluons les efforts des autorités pour mettre à jour leur stratégie de moyen terme de la dette et continuer les réformes dans l'agence de gestion de la dette publique. Le ministre de l'Économie et des Finances a tiré 2 messages clés de l'annonce faite par la mission du FMI au Bénin. Suivons un extrait des explications données par le ministre Romy Adouadagné au micro de Renaud Akakbo. Je pense que nous pouvons retenir 2 messages clés de ce qui vient d'être présenté par le chef de la mission du Fonds monétaire international. Le premier message, c'est que le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, après revue, le programme se porte bien, les résultats sont très satisfaisants. Donc, résultats très satisfaisants, premier message. Et le deuxième message, c'est que l'économie du Bénin se porte bien. On a une croissance qui reste dynamique et robuste, malgré des chocs exogènes, notamment le choc lié à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Alors, ces 2 éléments ne sont pas le fait, bien entendu, du hasard. Si je prends le premier élément, donc, qui est lié aux résultats des travaux, je voudrais juste rappeler que le gouvernement a choisi de faire appel au Fonds monétaire international dans sa volonté d'avoir un œil externe, un œil critique, qui vienne regarder la manière dont les finances publiques, ce qui appartient à la collectivité, la manière dont tout cela est bien géré aujourd'hui, mais également la manière dont tout cela est bien géré pour les jeunes béninois de demain. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu un programme avec un certain nombre de mesures, un certain nombre d'actions à prendre et qui sont trimestriellement vérifiées. Et donc, c'est quand même réjouissant qu'après les vérifications, pour la 5e fois de suite, que nous ayons des résultats qualifiés de très satisfaisants. Et je note que très satisfaisant, je pense que sur l'échelle du Fonds monétaire international, il n'y a pas mieux que très satisfaisant. Sinon, nous aurons ambitionné d'aller chercher la notation de-là de très satisfaisant. Donc voilà le premier sentiment sur le premier message à retenir. Sur le deuxième message, je pense que c'est quand même assez important, les conséquences liées à la fermeture des frontières avec le Bénin. Mais moi, ce que je veux surtout retenir, c'est que nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'une des plus fortes croissances, l'une des plus fortes taux de croissance en Afrique. Et ça, c'est le résultat de toutes les actions et réformes qui sont menées par le gouvernement depuis 2016. Je veux citer par exemple les actions qui sont menées au niveau de l'administration pour notamment la modernisation des régies financières, la douane, les impôts, qui permettent malgré donc les chocs exogènes de sécuriser nos recettes et de garder les niveaux de recettes à un niveau acceptable. C'est également le fruit des réformes qui visent à la diversification et à la transformation structurelle de notre économie. Et ça, encore une fois,
c'est le résultat de toutes les actions que nous avons commencées en 2016. Quand vous prenez les grands contributeurs donc, à la croissance, vous apercevez que sur le secteur primaire, par exemple, vous regardez l'agriculture, le coton, on l'a dit plusieurs fois, vous êtes tous au courant, nous sommes passés premiers producteurs de coton en Afrique. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est le résultat des réformes qui ont été menées dans ce secteur. Mais quand on prend par exemple la filière vivrière, parce que ça touche ce que nous mangeons au quotidien, ça touche le plus grand nombre d'exploitants agricoles. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que grâce aux réformes qui ont été faites, aux investissements qui ont été mis en place, vous notez que sur la plupart des filières vivrières, nous avons une explosion de la productivité. De la même manière, vous prenez les autres secteurs, vous voyez le secteur des BTP, le chef de mission l'a dit tout à l'heure, mais vous passez dans tous les départements du Bénin, il n'y a pas un seul département où vous n'avez pas de grands travaux. Et nous veillons sur ces grands travaux à associer le maximum d'entreprises locales pour qu'il y ait le transfert de compétences, mais aussi pour que nos compatriotes puissent avoir accès à l'emploi, accès en fait à la formation sur les chantiers. Et ça, c'est dans tous les départements. Parfois, vous savez, des choses apparaissent comme des évidences, mais si dès 2016, le chef de l'État n'avait pas mis toute l'énergie pour que l'État soit productif là maintenant, je peux vous assurer que toute rupture de livraison d'énergie de l'extérieur aurait plongé le pays dans une catastrophe économique. Mais comme nous l'avons et que les industries tournent grâce à l'énergie disponible, on ne se rend pas compte de ce que ça aurait pu être si les réformes de ce secteur n'avaient pas été lancées tout de suite en 2016. Donc vous voyez, c'est cette diversification et l'accumulation de performances dans l'ensemble de ces secteurs qui fait qu'aujourd'hui, que malgré un choc externe de cette nature, nous arrivons globalement à avoir une croissance robuste. Vous savez, je ne veux même pas dire de toute l'histoire du Bénin, mais prenons les 20 dernières années, et ça c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. La ville de Niki accueille dans quelques jours la fête de la Gani. Mais comment s'organisent ces retrouvailles des peuples Bo et Batombou du Bénin et du Nigeria? Michel Dakou nous en parle. Niki, à 72 heures de la célébration de la Gani. La vie suit son cours normal. Rien d'inhabituel à première vue. Dans les locaux de l'hôtel de ville, une équipe en séance de travail. C'est le comité d'organisation de la Gani 2019. Nous avons sorti une feuille de route qui tient compte des 2 semaines qui étaient en face de nous. Et nous avons cité un certain nombre d'activités et nous avons cité les acteurs concernés par chaque activité et les délais d'exécution. Nous sommes hier, lundi, nous avons essayé d'évaluer cette feuille de route. Nous sommes déjà à 45% de taux d'exécution. C'est-à-dire qu'il nous reste 55% et nous pensons que les 55% seront atteints d'ici le samedi. On nous indique le site de la foire où plusieurs stands sont déjà occupés. Nous y sommes. Moi, j'ai amené des perles, telles que vous le voyez, des tissus artisanaux et des pailles teintées, mais plus de perles qu'on peut porter sur les tacos. Les soirs, on sent de l'affluence, mais pas encore bien le marché. Seulement ce qui est sûr par rapport à ce que nous sentons, la fête sera belle, nous allons vendre. J'invite les gens de Niki, tout le monde, même dans tout le Bénin, dans toute l'Afrique, de venir voir. Il y a beaucoup de choses que tout le monde ne connaît pas, mais venez découvrir, venez voir et acheter aussi. Autre signe perceptible de la fête, le reprofilage du circuit du parcours rituel. Environ 12 km à réfectionner avant vendredi. L'autre particularité, c'est par rapport au concert géant, où nous aurons une vingtaine d'artistes le vendredi à 17h et prendra fin à l'aube. Autre chose également, il y a le tournoi de la Gani. Ce tournoi a démarré depuis le dimanche. Nous avons 14 équipes en compétition. La finale est prévue pour le dimanche 10 novembre prochain. Nous pensons à organiser une nuit de la Gani. Ça serait le samedi nuit. Après le spectacle géant la veille, il y aura une nuit, un festival, une nuit qui sera organisée et il y aura des animations qui seront là.
À côté du festif et du culturel, le cultuel répond également présent. Spirituellement, nous devons aller voir nos lieux de culte pour demander aux membres de nos ancêtres de nous permettre d'organiser cette fête dans la paix et la tranquillité. Permettre à tous ceux qui vont arriver, qu'ils arrivent à Neki dans la paix et la tranquillité, et que cette fête se passe très bien à la fin, que chacun puisse rejoindre sa famille aussi en bonne santé. Que ceux qui sont venus pour faire du commerce arrivent à vendre et faire des recettes avant de retourner. Ceux qui sont venus chercher des bénédictions, des prières de l'empereur, qui reçoivent ces bénédictions dans la paix et la tranquillité, et que cela leur soit bénéfique pour cette année. De leur côté, les hôteliers de la localité se frottent les mains. Depuis 2 semaines, tous les lits ont été réservés. Le gouvernement dote le collège d'enseignement général d'Alada d'une infrastructure numérique. L'infrastructure devra permettre aux usagers de ce collège d'avoir des notions requises en informatique. Voilà la cérémonie officielle de remise de cette salle multimédia avec Gilles Dansou et Wenceslas Arouimont. La coupure du ruban donne officiellement accès à cette salle multimédia. Nous sommes ici au collège d'enseignement général d'Alada. Une salle multimédia, des ordinateurs, une connexion internet illimitée. Le numérique bat son plein pour ainsi donner un nouveau souffle à l'éducation béninoise. L'initiative émane des ministres de l'économie numérique et de l'enseignement secondaire. Nous avons une grande responsabilité qui est celle de vous préparer à l'avenir. Nous ne pouvons pas vous dire ce que l'avenir sera, mais nous pouvons vous préparer à embrasser cet avenir-là avec confiance. Et l'une des façons de le faire, c'est en plus donc de tout ce qui se fait dans le secteur éducatif, eh bien d'intégrer le numérique dans l'enseignement, dans l'apprentissage et dans la façon dont eh bien, les cours vous sont offerts. C'est à juste titre que le gouvernement, dans son objectif de faire de notre pays une plateforme de services numériques, a jugé que la mise à disposition de ce type de salle était un aspect important parce qu'il fallait vous donner justement les outils et les moyens de pouvoir apprendre. Grâce à la programmation que l'administration de l'établissement va établir, cette salle permettra aux enseignants, de même qu'aux élèves, de commencer à étudier, d'être connectés à tout le monde entier et de pouvoir visiter les bibliothèques installées dans la plupart des établissements et dans la plupart des villes du monde. C'est donc un outil indispensable ainsi mis à notre disposition et je voudrais en appeler à la vigilance et au sérieux de l'administration scolaire de cet établissement pour qu'un bon usage puisse être fait de ces installations. La commune d'Alada, bénéficiaire de ce joyau, s'en réjouit. Au nom de toute la communauté scolaire, bénéficiaire ici présente, de tous les chefs d'établissement de l'Atlantique, nous voudrions transmettre par vos autorités respectives, Madame le ministre du numérique et de la digitalisation, Monsieur le ministre des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, au chef de l'État, notre sincère gratitude pour avoir non seulement étendu le numérique et la digitalisation dans les pratiques pédagogiques au primaire et au secondaire, mais aussi surtout pour avoir fait du CGE Alada le point focal de cette révolution innovante dans le département de l'Atlantique. Je me réjouis que le département de l'Atlantique, dont j'ai la charge, ait été retenu pour le lancement officiel de cet événement. Chers bénéficiaires, chers élèves et enseignants du CG d'Alada, avec la mise en service des classes numériques, vous aurez désormais accès à toutes les bibliothèques du monde, quelle que soit leur situation géographique. Pari gagné pour le chef de l'État, les membres du gouvernement et ceux de l'agence béninoise du service universel de la communication et de la poste. Leur rêve de faire des écoles béninoises une infrastructure de technologie de haut niveau s'est concrétisé avec la mise en service de cette salle multimédia.
Sur ce, s'achève cette édition spéciale. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de soirée.